fois saisi, ému et mobilisé aussi intellectuellement par ce qui a été présenté. On accueille deux discutants, je serai le troisième. À ma gauche, Samuel Coppens, qui est président du Centre d'action sociale protestant, et Régine Bardenis, que vous avez déjà entendu aujourd'hui, qui est psychiatre et qui a été membre du collectif pendant de nombreuses années, membre du collectif Les Morts de la Rue. Samuel, peut-être, vous voulez commencer, vous voulez introduire la discussion? Oui, pourquoi pas, mais je vais être bien fatigué. Mais c'était passionnant, merci beaucoup pour ce que tu nous as présenté, Christine. Alors, je suis président du Centre d'action sociale protestant. C'est une association qui œuvre sur Paris et la région parisienne pour aider les personnes en difficulté sociale, les gens de la rue, et puis aussi les personnes en prison et en sortant de prison, puisque c'est la réunion de deux associations, le Centre d'action sociale protestant et la RAPEJ, et donc tout le travail qui est fait aussi dans les prisons. Donc je me sens très à l'aise sur cette journée. Mais au fond, alors c'est le Centre d'action sociale protestant, c'est presque 6000 personnes tous les soirs accueillies dans l'ensemble des structures, un peu plus de 80 structures, c'est pas loin de 700 salariés. Voilà, et c'est une association qui a 150 ans, peut-être quelque chose comme cela. Donc une belle histoire, mais qui reste jeune, agile et qui continue à travailler. En fait, je confonds, après ce que j'ai entendu, je ne vais pas intervenir comme président du Centre d'action sociale protestant, peut-être qu'on verra, mais parce que j'ai une carrière aussi de travail social, puisque je travaille pour la Fondation de l'Arme du Salut, et j'ai donc pendant 40 ans mené différentes actions, et j'ai eu la chance d'être directeur d'établissement, soit dans la protection de l'enfance, soit dans la grande pauvreté et l'exclusion. Aujourd'hui, j'ai des fonctions nationales, plutôt de porte-parole de cette fondation, mais il se trouve que je vais vous raconter en quelques mots, au fond, une de mes dernières expériences comme directeur d'établissement. J'étais à Marseille, et directeur, eh bien, c'est quelqu'un qui, au fond, donne des moyens à des équipes de faire quelque chose. Il se trouve que je me suis donné mes propres moyens, parce que je circulais en scooter, dans la ville de Marseille, ce qui est plus simple pour circuler, car le premier jour où je suis arrivé, je me suis fait rentrer dedans à un feu rouge, où les gens m'ont dit « Pourquoi tu t'arrêtes ?» C'est pas une blague, je vous promets que c'est vrai. J'arrivais de Paris. Et donc j'ai fait tous mes trajets en scooter. Et en fait, chaque jour, je voyais des personnes à la rue, enquistées, comme je disais, sur un bout de trottoir, dans un abribus, etc. Et ma personnalité a fait que j'ai souhaité m'arrêter auprès de ces personnes quotidiennement. Ça a pris une année. Pendant un an, il y avait environ 20 personnes que j'avais vues comme cela. Quand je me suis approché d'eux et que j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient fait, etc., je me suis rendu compte que ces personnes avaient à peu près entre 10 et 20 ans de rue, là, sur ce bout de trottoir, sur une place, etc., à différents endroits. Et puis, j'ai bu le café avec eux, on s'est apprivoisé, je faisais simplement cela. Il se trouve qu'on avait un petit terrain, et dans Marseille, pas relégué au fin fond, non, dans Marseille, certes dans le 3e arrondissement de Marseille, c'est pas le plus beau, mais c'est dans le centre-ville. Et en fait, ils avaient des désirs, ces gens. Ils avaient des désirs, et tout ça, vous l'avez dit, Christine. Et leur désir, c'était quoi? Ben, je veux bien un toit, mais foutez-moi la paix. Ok, pas de problème. On a construit 10 chalets sur ce terrain, 10 chalets totalement bio, machin. C'était en 2008. Toit végétalisé, bois, machin, raisonné, panneaux solaires, etc., etc. Et puis petit à petit, on montait ces murs avec une petite entreprise très locale. Et on s'est dit, on va les inviter à prendre un barbecue régulièrement sur ce terrain pour qu'ils nous croient, qu'ils nous fassent confiance, parce que la question c'était la confiance. Et à chaque fois qu'ils me disaient oui, mais on ne pourra pas, je disais si. On pourra venir avec nos chiens, oui. On pourra boire, oui. On pourra choisir avec qui on veut vivre, oui. Qu'est-ce que vous nous donnerez comme obligation? Aucune. Pourquoi tu veux que je te donne des obligations? Viens comme tu es, si tu penses que c'est mieux pour toi. Les 20 personnes, ça a pris une année. Les 20 personnes sont toutes venues.
dans la structure. Aucune personne n'est repartie à la rue. Les seuls départs ont été pour la mort, parce qu'évidemment, à un moment donné, ça a craqué, parce que la sécurité qu'on leur a offert, la liberté, peut-être, en tout cas le mieux-être. Pour certains, je suis ni quelqu'un qui n'est pas très intelligent, et en tout cas, je n'ai pas beaucoup de culture dans le domaine, mais il se trouve qu'on en a perdu un certain nombre. Le village vit toujours, ça s'appelle le hameau, vous pouvez aller sur Internet, vous voyez, vous verrez. Je n'invente pas une histoire, je ne construis pas une légende. Certaines personnes ne savaient même pas qui elles étaient. Elles ne nous donnaient jamais le même nom. La personne que l'on a vue au bord du monde, c'était cela. C'était cela. Des grands Diogènes. Ok, viens avec ce que tu es. Ben, évidemment, c'était un fatras sans nom, etc. C'était en 2008, nous sommes en 2024. Le village vit toujours, je n'y suis plus, donc vous voyez bien que ce n'est pas la raison de cette vie. Mais en tout cas, ce qui était important, c'est de se battre avec les autorités. C'est pour ça que je suis président aujourd'hui d'une association. En disant aux autorités, au fond, foutez-nous la paix. Je pense qu'on peut faire autrement que ce que vous pensez. Et moi, la seule issue de tout cela, c'est que, effectivement, ça a été dit beaucoup cet après-midi, il n'y a pas une personne sans qui ressemble à une autre personne sans. On a parlé des sons, j'ose plus dire sans machin, sans ceci, sans cela, parce qu'on a vu. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Et que donc, ce qui est important pour nous, les associations, et au fond, c'est la seule peut-être question que j'ai envie de poser, puisque là, je me resitue dans le champ des associations, comment vous pouvez nous aider, peut-être, à penser mieux l'action sociale de demain? Pas uniquement avec les pouvoirs publics. Vous savez, les pouvoirs publics, on peut, en partie, en faire quelque chose. Quand vous êtes président d'une association qui, tous les soirs, gère 5000 personnes à la rue, vous avez un peu de poids. Il faut savoir l'utiliser, et vous avez un peu de poids. Et donc, ça veut dire qu'on peut penser les politiques sociales un tout petit peu autrement. Et qu'à l'époque, je dois vous dire que quand j'ai été voir l'université d'Aix-en-Provence, le département de sociologie, en disant « Est-ce que vous voulez suivre l'expérience qu'on va faire ?» On m'a dit non. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas, hein, on pense que ça va se casser la figure. 20 personnes, c'est une cohorte beaucoup trop petite. Très bien, merci, au revoir. Alors on a fait un film, c'est pas du tout les universitaires que vous êtes, qui malheureusement, mais on a fait un film de cela, on a essayé de voir un petit peu. Des personnes qui buvaient 7 litres de vin, aujourd'hui elles sont bénévoles dans une association, elles sont toujours là, elles boivent 1,5 litre, 2 litres. Bon, contact. Un autre qui, effectivement, alors il y a plus de chiens dans le lieu que de personnes elles-mêmes, puisque ça c'était... en tout cas, pas de contraintes, et en fait, elles ne nous ont pas fait la vie plus dure, elles ont simplement fait la vie plus belle, peut-être à elles-mêmes, en tout cas c'est moi les témoignages que j'ai lus, et à nous-mêmes. C'était pas d'hygiénisme, c'est de se dire au fond, posons notre regard, ça a été beaucoup dit, et posons ce regard sur les personnes, et demandons-leur ce qu'elles veulent. Et effectivement, elles ne rêvent pas forcément de 5 étoiles. On leur a fait des beaux petits lieux, la plupart dormaient dehors, devant leur chalet. C'était très drôle au démarrage. Aujourd'hui, la plupart habitent leur chalet sans aucun problème, vivent comme vous et moi, elles se font à manger comme vous et moi, et leur plus gros désir, c'est d'inviter quelqu'un à leur table. Donc au fond, qu'est-ce qu'elles nous ressemblent? Voilà. Je vous rassure, le désintérêt de certains chercheurs en sciences sociales pour l'innovation sociale ne concerne pas que la rue. Je l'ai vécu moi dans une autre vie, dans le champ de la maille Alzheimer. On avait des acteurs de terrain partout dans les villes, dans les accueils de jour, dans les EHPAD, qui faisaient des trucs formidables. Et on finançait les deux, des initiatives de terrain et des recherches en SHS. On n'a jamais réussi, ou quasiment jamais, à intéresser des chercheurs en SHS. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas les voir là, ça a l'air vraiment intéressant. Et c'était, voilà, c'est pas eux qui avaient choisi ce sujet de recherche, ça nous, voilà, on n'arrivait pas à les intéresser. Donc c'est pas que propre forcément, c'est une difficulté à connecter hein, cette innovation sociale d'un côté et puis cette recherche. Régine? Oui, bon, merci à tous. Comme vous avez entendu dans la présentation, je suis psychiatre de profession donc, du côté soignant et j'ai été bénévole et membre actif du collectif Les Mains de la Rue pendant de nombreuses années, plus de 17 ans.
Je vais juste dire 2 mots quand même par rapport à la présence au collectif, des personnes qui sont au collectif, bien que Christine nous l'ait dit. Évidemment, ça a pour mission maintenant de compter dans l'enquête dénombrer et d'écrire. Dénombrer et d'écrire, ça veut dire qu'on compte et de l'autre côté, on essaye de maintenir, enfin le collectif essaye de maintenir une dimension humaine dans cette façon d'approcher ces comptes. Voilà. Effectivement, il y a très peu d'exhaustivité et il y a déjà beaucoup de morts. Pour juste corriger 2 trucs, les femmes meurent plus jeunes, effectivement, beaucoup plus jeunes. Il y a eu un moment où pendant 5 ans, on a pris les données des 5 ans et on a vu que ça mourait quand même beaucoup plus jeunes, sauf que c'est pas très exhaustif parce qu'on est sur des données qui ne sont pas probantes. Mais ce que je trouve intéressant, parce que moi je ne suis pas forcément très académique, je trouve intéressant de voir qu'on ne voit rien. Et ça, c'est quand même... c'est quelque chose. Alors, ils ne veulent jamais parler dessus, mais c'est quelque chose. On ne voit rien. Alors, on ne voit rien pour les hommes morts et qui ont vécu ou qui vivent à la rue, et on voit encore moins pour les femmes décédées. C'est quand même... Je pense que ça veut dire quelque chose. En tout cas, on a pu émettre les hypothèses que ça voulait dire qu'elles étaient encore plus invisibilisées jusque dans la mort que les hommes, peut-être. Que peut-être elles bénéficiaient quand même à certains moments d'étayage de prise en charge sociale, notamment autour des grossesses avec les enfants ou d'autres, où elles bénéficient des fois d'un accueil social, sûrement, mais que aussi on a toute une population de femmes que l'on ne voit pas dans la rue parce qu'elle a été orientée dans d'autres types d'invisibilisation, d'oubli. Que ce soit la prostitution, que ce soit le travail, l'utilisation du corps des travaillants, etc., etc. Mais ça, c'était juste pour répondre un peu à ce truc-là. Donc au collectif, on accompagne les morts, effectivement, ce qui veut dire qu'ils sont morts comme les autres. Hein. Alors je rejoins ce que vous évoquiez, c'est les mêmes, hein, c'est des morts pareils. Hein. Ils sont dans des cercueils pareils. Et effectivement, au début de la présence du collectif sur le terrain, c'était pas formidable, c'est vrai que c'était pas formidable du tout, et que dans certains cimetières ou dans certains champs funéraires, il y a vraiment des atteintes à la dignité humaine qui sont fortes, voire même au droit. Mais pour autant, en tout cas sur la région de Paris, avec le collectif Les Morts de la Rue, qui est une association qui est sur Paris, mais qui a des antennes un peu partout, dont elle est indépendante, elle a des antennes de sensibilisation. Ils sont accompagnés très dignement, avec maintenant une plaque, etc. Je ne dis pas tous les détails, parce que ce n'est pas le sujet, mais je voulais dire aussi que le collectif Les Morts de la Rue fait mémoire. C'est-à-dire que nous allons chercher à l'IML, et donc du coup on a ce comptage quand même, parce qu'on va et à l'IML 1 fois par semaine et 2 fois par semaine sur les champs funéraires je dis nous, c'est plus nous parce que je ne fais plus partie, ils vous, j'en ai fait partie à un moment donné, les personnes qui sont décédées sur les corps, dans les cercueils, voilà, on les transporte, voilà, on les amène à pied. On fait les rituels funéraires, on lit un texte, etc. Mais autour de ça, il y a aussi tout un travail de recherche des proches, famille, personnes qui a été un petit peu oubliées, évacuées, de contact avec les travailleurs sociaux, de contact avec les bénévoles sur le terrain, avec des affiches sur le terrain, avec vraiment une activité de terrain qui cherche, qui questionne, et des fois, lors d'un enterrement, on peut se retrouver, lors d'un enterrement, il y a plusieurs enterrements à la fois, c'est vrai, hein, mais lors d'un convoi, il y a plusieurs corps et plusieurs cercueils, on va voir arriver des personnes parce que, grâce au réseau d'information, et ces personnes ces personnes décédées ne sont pas enterrées seules, elles sont enterrées avec leurs proches. Le collectif a développé un travail dans différents domaines, que ce soit l'accompagnement du deuil, où j'ai été extrêmement actrice dans ce domaine-là, les débriefings sur site par rapport aux morts violentes, aux morts en série, que ce soit par rapport aux travailleurs sociaux, que ce soit par rapport aux personnes
sans chez soi, sans abri ou sans quelque chose, mais en tout cas qui vivent à la rue ou qui ont vécu à la rue, que ce soit par rapport au personnel médico-psychosocial. Donc ces débriefings ont été tellement présents qu'on a monté derrière un organisme de formation auquel participait une personne qui était elle-même sans abri. Et un jour, on a eu les palmes, c'est lui qui a été chercher les palmes. Et il était un co-thérapeute excellent. Je n'ai pas vu de différence dans les approches de débriefing avec d'autres personnes. Et quelquefois, il était extrêmement précieux sur des situations où, il faut dire que les situations, c'est des situations de l'ordre de l'impossible. On arrive, on se dit ce qu'on veut faire, on essaye de trouver une énergie qui puisse construire quelque chose de l'ordre du lien et de l'ordre de décidérer un petit peu la situation. Après, on élabore, c'est sûr. Mais voilà, donc c'est juste pour aller vers le sens de ce qui a été dit, que bien sûr, ils meurent comme nous, comme tout le monde, ceux qui sont sans ou ceux qui sont avec, ce sont les mêmes gens en général. Hein. Bon. Je ne sais pas si je réponds d'abord aux questions qu'a posées Christine, ou à un petit truc que j'avais préparé. Donc, les questions que tu as posées ou des trucs que j'ai trouvé à soulever, ou j'ai envie de dire un mot dessus. Quand tu parles de l'espace-temps qui se rétrécit, oui, mais avant il était circulaire, et ce n'est pas que dans le sans-abrisme qu'il y a un temps circulaire. On le retrouve dans les addictions, dans certains chocs, dans certains syndromes dissociatifs. Voilà, on le retrouve ailleurs. Dans le sans-abrisme, enfin chez les personnes qui vivent sans chez soi et qui sont une pluralité de personnes selon comment elles sont arrivées là, dans la rue, elles ne sont pas arrivées que par hasard. C'est vrai que souvent, lorsqu'on discute, ils ont tous une histoire. Ah ben il y a eu un accident, ah ben ma femme est morte, le nombre de femmes mortes, et d'accidents et de ruptures de travail. Mais en fait, quand on va plus près, ils présentent ce qu'on a envie d'entendre. Parce que c'est ça qu'on veut entendre. Mais si on prend un petit peu le temps, bah, c'est pas exactement ça, c'est des histoires construites. Et puis quand on n'a plus rien où habiter, on habite et son corps, et avant que l'on n'ait plus rien et que l'on n'ait plus que le corps, on a les histoires que l'on raconte. Et c'est important. Donc évidemment, on ne va pas contredire l'histoire, mais quand même, quand on regarde les statistiques, et notamment les statistiques issues de l'enquête des nombres et d'écrire, ou de tas d'autres personnes sur le terrain, il y a des trajectoires qui mènent beaucoup plus facilement à la rue que d'autres trajectoires. Donc, ça n'est pas qu'une histoire de personne. Et quand cette personne-là n'a pas toléré la mort de sa femme ou l'accident qu'il a eu, c'est pas la même chose que tant de pourcents des enfants qui sont passés par l'ASE ont se retrouvé à la rue. Ça ne dit pas la même chose. Ça ne dit pas la même chose. Ça ne dit pas la même chose sur ce que l'on a à prendre en compte. J'ai tellement mal écrit les notes. Alors, l'essentiel, je me dis, je me concentre quand je l'écris, ça va revenir. Pas toujours. Bon, pour les femmes, je l'ai dit. Pour l'IML aussi, donc j'ai corrigé un peu, parce que si on va à l'IML, c'est pour les comptes quand même, hein, puisqu'on les emmène. C'est vrai que quand on allait à l'IML, c'était extrêmement difficile, on ne pouvait pas aller à la levée du corps, sinon d'habitude, on va dans les autres chambres funéraires, la plupart des accompagnants bénévoles du collectif vont à la levée du corps. Certains ne le souhaitent pas, chacun va un peu, comme il peut. Mais on va à la levée du corps parce que quelquefois, comme il y a des histoires administratives autour de la mort qui sont encore plus majeures qu'autour de la vie, quelquefois c'est des corps qui sont morts depuis longtemps. Voilà. Et c'est pas toujours facile. Mais en général, c'est pas si difficile que ça de rendre hommage. Moi je trouve que c'est encore plus difficile de ne pas rendre hommage. Donc on rend hommage, ça avance et ça se fait de façon comme pour toutes les autres
personnes qui sont dans nos cultures ou dans nos référents anthropologiques, et même des fois, quand on voit un peu pour les animaux aussi, hein, dans le monde du vivant, on accompagne la mort, et en accompagnant la mort, on retrouve de l'énergie de vie, et on fait de l'énergie de vie, et on fait mémoire, et on fait transmission, et on fait reliance. On fait société, on fait reliance, enfin, on fait un collectif déjà. Donc ce sont des choses qui sont extrêmement vives sur le terrain, aussi pour dire que j'ai eu une expérience de terrain, pas qu'avec les morts, avec les vivants. C'est les vivants qui m'ont parlé. Les morts parlent, c'est extraordinaire, parce que quand on voit les histoires, ça raconte plein de choses. Mais les vivants, ils parlent aussi, et manifestement, ils parlent comme les autres. Tu as dit aussi 30% de psychotiques, oui, c'est ce qu'on dit, c'est écrit partout. Je ne suis pas sûre que vous interveniez et vous le disiez. Déjà, il faut dire qu'il y avait des psychotiques avant. Quand on a travaillé dans le monde de la psychiatrie, on a été sensibilisé au fait qu'à un moment donné, on a tout fait pour qu'ils ne soient pas soignés. Alors, voulez-vous qu'ils soient? Ils sont dehors. Mais où peuvent-ils être s'ils ne sont pas pris en charge en hospitalisation, s'ils ne sont pas pris en charge en CMP, s'ils ne sont pas pris en charge en visite à domicile, qui n'existe plus depuis des lustres, ils glissent. Sans compter que maintenant, on peut rajouter à ça le fait que les jeunes ne sont pas pris en charge aussi. Les jeunes qui ont une souffrance physique ne sont pas pris en charge. Bon. C'est juste pour dire que oui, il y a 30% de psychotiques dans les études et c'est écrit. Mais c'était des personnes, je ne sais pas s'il y en a 30%, mais en tout cas il y en a beaucoup, et c'était des personnes qui étaient psychotiques avant. Par contre, je crois qu'il faut dire quand même qu'à force de vivre dans des situations qui peuvent être difficiles ou qui sont de plus en plus difficiles dans le glissement de la rue, il y a quelque chose de l'ordre d'une notion de glissement très très difficile de remonter, bien que la personne dont je parlais tout à l'heure, qui a été cothérapeute, maintenant il a un chez lui, il a retrouvé ses filles qu'il n'avait pas vues depuis 25 ans, enfin, je peux aussi sortir de la vie. Mais c'est pas si simple. Il y a aussi, donc, chez les personnes qui vivent à la rue, des maladies, des tas de choses, mais puisque tu m'as interrogé sur le plan psychique et tu voulais aussi que je commente un peu ça, je crois, alors c'est je crois, parce que c'est mon avis, ça n'engage que moi, c'est partagé avec certains, mais pas toujours complètement, qu'il y a aussi des troubles qui se constituent à force de vivre des situations difficiles, qui sont des troubles réversibles, qui ne sont pas des troubles qui nous permettent de cataloguer la personne. Je pense aussi que l'on étiquette beaucoup trop vite avec des syndromes psychiatriques type psychose ou avec des choses fourre-tout comme les addictions, les alcoolismes, les toxicomanies. Oui, mais ok, mais qui n'est pas toxicomane aujourd'hui? Ça ne suffit pas à définir un syndrome, c'est amputé de quelque chose. Ça suffit à définir quelque chose contre quoi la société veut lutter dans certaines politiques, mais ça ne suffit pas à définir une personne, et là où peut-être on pourrait aider à étayer sa construction, ou là où on pourrait être partenaire de quelque chose sur son chemin. Et il y a certains troubles dissociatifs que présentent les personnes qui sont à la rue parce qu'elles ont été beaucoup confrontées à des traumas multiples, présentent des troubles qui sont encore une fois réversibles, qui sont des réactions de l'être humain et de l'être vivant, parce que les animaux font pareil, à des violences ou à des agressions, et qui prouvent que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne bien, mais ce que l'on voit, on voit la tentative d'adaptation. Que nous, on étiquette avec autre chose. Pareil, les addictions, souvent, c'est après des traumas. Je me rappelle d'une femme, elle avait comptabilisé 50 viols pour lesquels elle était allée, elle avait essayé de porter plainte à chaque fois. Enfin, et puis, c'est pas que la violence d'un truc comme ça, c'est la violence du froid, c'est la violence de l'indifférence, c'est la violence du chaud, on s'en fout du froid. C'est qu'il n'y a jamais quelque chose d'adapté, ni froid, ni chaud, ni rien. Et puis, c'est une suite de ruptures, une continuité de ruptures. Et la continuité de rupture, c'est une violence. C'est ce que l'on a dans le harcèlement, c'est ce que l'on a dans les violences faites aux femmes, c'est ce que l'on a dans beaucoup de choses. Ils ont une continuité de rupture.
Je trouve que le mot précarité leur va. Moi, je ne trouve pas que ça leur va pas, mais je trouve qu'aucun mot puisse définir une typologie. Parce que ce sont les mouvements de société et de politique qui font aussi qu'on retrouve tel ou tel type de population en nombre. Donc, voilà. Alors, c'est un petit peu dérangeant quand même que l'on étiquette comme des syndromes psychiatriques, parce qu'on peut enfermer dans des murs, mais on peut enfermer hors des murs, il n'y a qu'à voir les sans-abri qui sont enfermés dehors. Mais on peut enfermer aussi dans des représentations, et les représentations psychiatriques, elles ont toujours été assez fortes pour enfermer. C'est étiqueté comme des maladies, comme des syndromes, certains trucs. Ça n'est pas étiqueté comme une réaction de trouble de stress post-traumatique. Or, ça étiquette comme des maladies avec des signes, mais ces maladies dont on parle souvent, même chez des nombres d'écrire, il a fallu discuter avec eux là-dessus, mais pas parce que tout le monde fonctionne comme ça. Elles n'existent pas dans les manuels de psychiatrie internationaux type DSM ou CIM. Par contre, il existe le TSPT, le trouble de stress post-traumatique, le psychotrauma. Pourquoi on ne le met pas? Il y a quand même quelque chose de différent. Je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Mais je pense qu'il y a quelque chose quand même de différent, qui est que quand on identifie un psychotrauma, on identifie une réaction naturelle du corps et de l'esprit humain à une situation qui a fait atteinte. Alors là, on a un renversement. Ce n'est pas une maladie qu'il a. C'est une réaction, tentative d'adaptation à une atteinte ou des atteintes répétées. Et dans le TSPT, quand l'atteinte elle vient d'une personne humaine ou d'un système humain, on reconnaît, c'est reconnu donc dans les manuels, que l'atteinte est beaucoup plus majeure et c'est beaucoup plus difficile pour s'en sortir. Mais ça reste quand même en théorie, réversible. Ce n'est pas une maladie attachée à la personne, c'est une réaction à une situation. Mais quand vous avez une atteinte par une personne humaine ou par un système humain, il y a une notion de responsabilité et on doit rendre compte, même jusque devant la justice, de ce qui s'est passé quelquefois. C'est ce que vous avez dans une atteinte, dans une agression. En fait, ce que l'on voit peut-être quelquefois et qu'on identifie comme des fragilités type maladie de certaines personnes, ce sont peut-être tout simplement les préjudices qu'ils portent sur eux. Quand on ne peut pas porter ces préjudices sur un papier, sur un écrit, quand on ne peut pas l'avoir reconnu, on le porte sur soi. Et là, je reviens à ce que tu disais par rapport au manteau cloacal. Oui, c'est joli, c'est formidable. Oui, on a ses humeurs dessus. Oui, c'est une façon de tenir à distance. Mais j'en suis pas sûre, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on fait ce qu'on peut quand on est un être humain. Et je suis convaincue qu'on ne fait que ce qu'on peut. Et quand on approche des êtres humains qui ne font déjà que ce qu'ils peuvent, et qu'on est soignant ou qu'on essaye d'être intervenant, on ne fait que ce qu'on peut. Vraiment, voilà. En tout cas, dans le trouble dissociatif qui accompagne le syndrome, le psychotraumatisme, il y a tout ce que l'on retrouve dans l'incurie, dans tout ça y est, et aussi l'absence de douleur, l'absence de réaction à la douleur, parce que c'est un mécanisme de survie qui permet d'être anesthésié, donc on lâche les sans-abri. Voilà. Ok. Moi, j'ai retenu un mot qui est revenu beaucoup au début de ton exposé, que tu as repris après, qui est le mot itinéraire. Et je trouve que dans l'heure et quart d'exposé qu'on a eu, tu l'as annoncé au début en disant, racontant l'itinéraire de ce lieu, le catch, l'itinéraire de ce médecin que tu as été, et puis en mettant aussi l'itinéraire de réflexion, en le mettant en parallèle aussi avec l'itinéraire territoire restreint, puis unique des personnes dont on parle. Et moi, j'ai du coup trouvé qu'il y avait un côté Lewis Carroll chez toi. Parce que tu l'as annoncé d'emblée, tu as dit je vais vous emmener dans le pays du monde à l'envers et dans le pays de l'envers du décor. Donc il y avait un petit côté Lewis Carroll avec ce pays des merveilles. Et je voudrais. Non, c'est pas ça. Enfin, chez Lewis Carroll aussi, c'est des merveilles un peu particulières. Hein. Mais je voudrais du coup m'appuyer là-dessus et montrer en quel sens ça fait quand même itinéraire, en quel sens tu le creuses.
il me semble que la première chose en quoi c'est un monde à l'envers, c'est que tu nous dis, en fait, c'est déjà un monde à l'envers comme une caméra obscura par rapport à ce qu'on pense. Et tu listes un certain nombre de croyances qu'on a, qu'on croit savoir. Donc cette idée, alors je vais y prendre dans le désordre, mais la prévention n'a pas de sens parce qu'il y a une sorte de vie dans l'ici et le maintenant, qu'il n'y a pas de pathologie spécifique, qu'ils ne meurent pas tous que du froid l'hiver, qu'il y a une énorme, vous l'avez rappelé aussi, qu'il y a une infinie diversité de ces vies et qu'on ne peut pas unifier, que leurs souhaits relatifs à la fin de vie sont semblables à ceux qu'on peut voir chez beaucoup de personnes. Et donc il y a ce mouvement de renversement qui me semblait très présent au début du processus, où le monde à l'envers, c'est une invitation à rompre avec, et c'est comme si on largue les amarres avec nos croyances et ce qu'on croit être le monde connu de ce qu'on croit savoir alors qu'on l'ignore. La deuxième, après ça fait itinéraire, il y a un autre monde à l'envers qui me semble encore plus, où là tu nous emmènes dans cette altérité, qui est nous montrer que c'est quelque chose de paradoxal, et notamment, Régine l'a rappelé, des stratégies de défense paradoxales, l'incurie ou l'exhibition de l'incurie, parfois certaines formes de refus de proposition d'aide, l'anesthésie de la pensée, donc des modalités de vie, de protection de soi, je la nommer autrement, mais en tout cas qui font paradoxe, qui surprennent, qui étonnent, et avec lesquels malgré tout tu nous familiarises, parce qu'on arrive progressivement à l'approcher un petit peu mieux. L'étape suivante, c'est plus un étonnement par rapport à cette forme d'altérité avec, tu as dit mode de vie, moi je pense que ce sera mon dernier point, plutôt une forme de vie, mais bon, on en discutera. Tu pointes du coup l'étonnement sur nous-mêmes, et tu retournes l'étonnement sur nous avec cette question qui est quand même dure à entendre, comment on peut détourner le regard par rapport à quelqu'un qui t'a dit qu'il est en train de se mettre en hypothermie profonde. Comment on peut détourner le regard? Moi j'ai un enfant adolescent qui a 11-12 ans, il ne vient pas souvent à Paris, mais quand il voit des gens qui sont sur les trottoirs, il s'arrête de marcher et il ne détourne pas le regard, il les voit. Il va peut-être apprendre à détourner le regard, mais en tout cas moi il m'a appris à ne plus le faire, et il le voit. Et donc tu nous forces, en fait, dans cette espèce de... Après avoir largué les amarres et montré une forme d'altérité et nous y avoir habitués, tu retournes ça vers nous. Et c'est comment on peut... Voilà, comment ça c'est possible. Voilà. Et notamment, parce que ça aussi ça me surprend beaucoup, comment c'est possible que on invisibilise. Moi, ça m'avait énormément frappé après une immersion en réanimation à la Révoisière, où tout le monde, il y avait une équipe, tout le monde s'agitait, il y a des blouses, une organisation, des moyens, des machines, enfin, c'était absolument fascinant. Et on sort de l'hôpital, mais juste on sort de l'hôpital, et juste devant la grille, il y a des gens qui sont allongés, ils ressemblent quand même beaucoup, comme tu dirais, aux gens qui sont dedans, hein. Mais ils n'ont pas un problème de santé urgent, ils n'ont pas besoin de soins de réanimation, et alors là, il n'y a pas de sirène, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de regard, il n'y a rien, enfin entre le tout de la réanimation. Ils ont besoin de soins là, mais en tout cas, ils ne sont pas catégorisés comme ça. Il y a une dame qui, il y a quelques années, qui a accouché sous une tente devant l'hôpital, c'était la Pitié. Non, c'était pas la Pitié, c'était à mi-chemin entre les deux maternités de Port-Royal et de Saint-Vincent-de-Paul, qui était encore ouverte à l'époque. Et c'est ça qui m'a fait changer c'est ça qui m'a fait aller à Nanterre. Elle a pas fait entrer pour accoucher dedans. Et je ne sais pas combien de personnes sont passées d'un côté comme de l'autre, à côté de cette petite tente, où cette femme a accouché seule et a perdu son enfant. Et moi, pendant ce temps-là, on me faisait faire une injection à titre compassionnel, entre guillemets, d'un anti-angiogène qui coûtait 4 000 € l'ampoule, à quelqu'un qui était dans les dernières heures de sa vie, un adolescent qui était dans les dernières heures de sa vie. Et cette espèce de contraste extrêmement choquant entre une débauche de moyens qui s'apparentait quand même à ce qu'on peut appeler clairement une obstination déraisonnable,
Et ce qui aurait largement suffi à assurer une grossesse et un accouchement dans la sécurité, et peut-être une mise à l'abri avec son nouveau-né, encore que c'est pas sûr. Parce que, voilà, j'ai regardé l'émission l'autre jour qui est passée vers 22h30, je ne sais plus sur quelle chaîne, où les dirigeants d'une association d'un accueil de jour qui disaient qu'ils recevaient des femmes avec un nouveau-né de 3 jours. Voilà, donc elles ont accouché, on est content, le bébé va bien, la femme va bien. C'était au cas parce que c'est ce qui a été... Je m'en suis doutée. C'est le récit. Voilà, voilà. Et des enfants qui sortent de maternité. Et débrouille-toi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui... Alors oui, je renverse effectivement déjà à l'adresse des soignants, de la soignante que je suis, parce que ça fait énormément réfléchir. À partir de ce moment-là, je ne pouvais plus être en phase avec ce qui se passait dans certains services dits de pointe, dans des situations de toute façon qui étaient des situations dépassées. Et je me dis que il y avait quand même des choses qui auraient pu être mieux employées ailleurs. Ça, c'était d'un point de vue... voilà, on m'a dit que je m'étais trompée de siècle quand j'en ai parlé. Et donc, là, dans la façon que tu as de poser la question comment est-ce qu'on peut détourner le regard, il y a un côté un peu spinoziste. C'est-à-dire que tu n'es pas d'abord en train de te scandaliser moralement, en train d'essayer de comprendre, de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, quel est le mécanisme, comment ça fonctionne, comment c'est possible, alors qu'au départ, effectivement, ça surprend. Et alors l'étape suivante, qui est presque la dernière, c'est une remise en proximité. Alors j'ai bien entendu ce qu'a dit Régine et j'ai bien compris qu'il ne faut pas trop simplifier, mais quand tu dis, bon, ben, il en faut parfois très peu pour entrer dans ce processus, en rappelant divorce, âge, migration, chemin de vie. Alors j'ai bien entendu la réserve de Régine, mais attention, ce n'est pas la cause suffisante, ça peut être un récit reconstruit qui assigne une rupture biographique, quelque chose. Et puis surtout, ça fait prendre sur des causes qui nous concernent tous et qui sont des causes sociales. Voilà. Et c'est là, avec beaucoup de finesse, que tu réintroduis cette idée de répulsion, dont surtout en éthique, on n'arrive pas souvent à parler. Au moment où il y a certains soins, certains contacts de certains patients qui peut être difficile au début. Et donc je trouve que là, je trouve que c'est à la fois un mélange de proximité et d'altérité, de difficulté à entrer en contact, qui est vraiment intéressant. Donc, je trouve que il y a deux choses finalement que je retiens en conclusion, c'est que quand tu dis éviter la banalisation et l'emphase, je trouve ça très juste, il y a une espèce de ni-ni. Tu ne fais pas du en même temps, toi tu fais du ni-ni. Mais c'est l'idée que cette lutte contre le déni, j'aime beaucoup les individuelles et collectives, et collectives et individuelles. Et j'aime bien dire les deux. Individuelles et collectives, c'est-à-dire il faudra un moment du collectif, du social, du politique. Mais collectif et individuel, c'est une manière de dire oui, il faut des politiques, il faut du social, il y a des associations, mais il y a aussi de l'engagement individuel, l'engagement collectif. Et je trouve ça, c'est assez, d'un point de vue politique, je trouve ça, presque philosophie politique, je trouve ça vraiment important et ça me semble à creuser. Alors, puisqu'il faut quand même titiller un tout petit peu, mais ce sera ma toute dernière remarque, je pense que les références que tu utilises à la fin, aussi excellentes soient-elles, de Honnête sur la reconnaissance, de Garot sur la vulnérabilité, c'est des très grands livres, des très grandes analyses, et pourtant, il me semble qu'il y a dans ton matériau et dans ce que tu décris quelque chose qu'ils n'ont pas ou pas encore pensé. Et donc il y a du travail à mener, mais il me semble que la maille est un peu trop grosse pour ramasser ce que tu as décrit. Donc ça en livre des choses, mais moi je ne trouve pas chez Honnête des instruments pour les médecins dans la salle, il y en a certainement beaucoup, des passionnés, mais je ne trouve pas chez lui les instruments conceptuels ou théoriques pour ramasser et donner sens et faire valoir les expériences que tu décris. Je trouve que alors peut-être que je ne le connais pas assez bien, c'est des éléments. Mais moi j'irais, je trouve qu'il y a un travail, y compris théorique, conceptuel, qui est encore à faire à partir de là, pour avancer. Et donc cette notion que tu reprends à Marguerite de l'exigence d'une mort décente, donc qui porte vraiment là sur les derniers moments, là il y a peut-être, me semble-t-il, quelque chose à tirer.
avec les échos évidemment que la décence fait avec la dignité, hein, bien sûr, mais il me semble que là il y a une piste qui me semble peut-être plus intéressante que la seule perspective de la reconnaissance qui me semble, et même la notre catégorie de vulnérabilité qui me semble un peu théorique, un peu mental, un peu psychique, un peu symbolique, alors que dans beaucoup d'éléments que tu as décrits, il y a du matériel, il y a du corps, il y a du biologique, et je trouve que voilà, ça rate tout petit peu cette dimension-là. Voilà, mais donc c'est une toute petite réserve et j'étais ravi d'aller au pays des merveilles. Est-ce que tu veux? Je veux bien vous dire par rapport à répulsion, altérité, répulsion, je ne crois pas qu'il y ait de révélation de l'altérité sans que ça puisse fréquenter un peu quelque chose de l'ordre de la répulsion. Je ne crois pas que l'on puisse complètement révéler l'altérité, l'autre, sans qu'il y ait quelque chose qui se construise dans notre identité et dans une démarche de soin ou d'accompagnement, on est toujours à s'approcher encore plus. Je sais qu'on parle en médecine de juste distance, mais moi j'ai coutume de dire, j'ai jamais rien traité avec la distance, avec la proximité un peu plus. On essaye de s'approcher le plus possible. Mais j'ai fait quand même j'ai des expériences diversifiées, j'ai fait beaucoup de suivi de psychiatres, de psychologues, de soignants, de supervision clinique ou de travailleurs sociaux. C'est pas simple de se laisser traverser par la vulnérabilité de l'autre, sans réveiller une propre peur de repousser cette vulnérabilité. Donc je pense que, alors évidemment, c'est pas, au résultat, c'est pas forcément sympathique, mais dans ces marques d'indifférence, dans ces marques d'oubli, dans ces marques des fois de violence ou de stigmatisation, si on arrive à ouvrir le truc, quand même, c'est la preuve que cette altérité nous émeut, nous ébranle. Et c'est une façon plus positive de dire. Ça me rappelle un peu tout à l'heure la discussion entre répression et assistance. Évidemment, ce n'est pas du tout au même niveau, mais il y a comme une phénoménologie autour de comment s'approcher de l'autre sans perdre sa propre limite. Il y a une zone d'incertitude entre l'un et l'autre pour le soignant, pour le travailleur social. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est important que tu aies pu le dire et qu'on puisse peut-être... Je vous propose, comme il reste un petit quart d'heure, est-ce que si vous avez des questions, puis que peut-être tu réponds à la fin, ouais, si tu veux. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des remarques? J'ai une question. Allez-y. Pour les morts de la rue, quand il n'y a pas d'identité, on trouve, qu'est-ce qu'on met sur la... Quand il n'y a pas d'identité, on met une personne, car des fois on ne peut pas arriver sur le comptage. Ça dépend. Si on est le comptage de l'enquête, ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on a emmené soi, puisqu'on recueille sur le plan national. Donc on met un homme, une femme ou une personne, si on n'a pas le sexe de la personne. Ça, c'est pour les statistiques. Ou sinon, on met un livre, ou sinon pour une plaque. Pour une plaque, de toute façon, logistiquement, que ce soit quelqu'un qui vit dans la rue ou quelqu'un qui est un mort isolé ou quelqu'un d'autre, les plaques ne sont pas toujours imprimées dans le bon timing. Donc il y a un temps et il y a un délai possible pour mettre une plaque après. Même pour quelqu'un qui... C'est surchargé, le funéraire. Même pour quelqu'un qui a un domicile fixe, des fois, vraiment, la plaque ne sera pas gravée. D'autres questions, commentaires? Oui, J'ai allez-y. une question. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était super intéressant. Pour votre travail de mémoire, et si vous enchaînez sur un travail de thèse, ça va être quoi votre... Je ne sais pas si vous le savez déjà, mais je suis désolée, c'est plus une question piège, mais ça m'intéresserait quand même votre angle de recherche ou votre question, peut-être si vous avez déjà une problématique.
Alors, j'ai plusieurs pistes, effectivement. C'est celle de justement ce problème du détournement du regard, essayer d'avoir peut-être de l'expliciter un petit peu mieux. J'ai celle aussi de la vulnérabilité partagée, ça elle me tient aussi beaucoup, parce que je pense que ça peut être une forme d'approche. On a parlé d'autonomie ce matin avec Julie, qui disait on a une autonomie restreinte avec les personnes en situation de carcéralité. On en a une aussi, en fait, avec les personnes en situation de rue, pour tout un tas de raisons, et notamment institutionnelles. Enfin là, je parle de mon expérience personnelle, qui est dans un cadre institutionnel qui est contraignant. Comment est-ce qu'on passe, comment est-ce qu'on analyse tout ça? Juste pour reparler très rapidement de cette oscillation entre assistance et répression à l'égard de ces personnes, j'ai remplacé le médecin de médecine sociale pendant le premier confinement. J'étais au LIAC de soins de santé, donc 48 patients, atteints tous de pathologies sévères. J'ai déjà eu une trouille bleue qui attrape le Covid, et je me suis dit qu'il va y avoir une hécatombe. Au final, on a eu un décès, et encore, c'était pas un décès qui était lié au Covid. Donc voilà. Alors effectivement, il y a une certaine forme de résistance qui peut. Je pense qu'ils ont été en contact avec tellement de virus et tellement d'agents que bon, est-ce que ça leur a donné le pouvoir de ne pas se contaminer, parce que les consignes n'étaient pas vraiment suivies. Il y avait beaucoup de gens qui ne parlaient pas du tout français, d'autres qui se mettaient le truc sur la tête, enfin le masque quand on en a eu, enfin c'était assez compliqué Mais par contre, je me suis bagarrée contre la préfecture de police, qui était à l'époque l'instance qui était responsable du cash. Ça n'est plus le cas maintenant. La tutelle, c'est le maire de Nanterre. Mais à l'époque, c'était la préfecture de police. Eh bien, j'ai reçu un courrier de la préfecture de police m'enjoignant de signer une autorisation de sortie d'1 heure par jour, les sauf-conduits qu'on s'est tous fait pendant les périodes de confinement pour 1 heure, une fois par semaine. Et j'ai dit, ça, c'est même pas en rêve. On n'est pas dans un lieu de privation de liberté, on est dans un lieu d'hébergement. Ils ne sont pas hospitalisés, vraiment. Ils ont le droit d'aller et venir. Et j'en avais un qui avait un blocage maxillaire. Inutile de vous dire que la diététique dans ces endroits, c'est quand même assez moyen. Il n'y a pas de menu spécial, par exemple, pour les diabétiques, etc. Ils font le tri dans ce qu'on leur présente. Il allait chercher des aliments liquides, etc. Au nom de quoi est-ce que je leur ai imposé de ne pas y aller 5 jours sur 7. Enfin, vous voyez, c'est des détails comme ça qui marquent l'emprise institutionnelle. Voilà. Alors, déjà, ils étaient à l'abri, effectivement. Ceux qui avaient le Covid ou qui en étaient suspects étaient hospitalisés dans une autre unité. Mais voilà, c'est aussi... Et ça, c'est changer le regard aussi qu'on porte sur ces personnes. Enfin, ils ne sont pas en prison. Pourquoi est-ce que... Donc ça, j'ai transgressé, mais alors joyeusement. Hein. J'étais très fière, je suis très fière de moi de l'avoir fait. Donc voilà, c'est aussi essayer de voir comment est-ce qu'on peut changer le regard, déjà pour ne plus le détourner, se dire, voilà, ils sont comme nous. Hein. Hier encore, j'étais comme vous. Voilà. Donc j'ai cette piste, cette piste-là, et donc la décence, effectivement. Et puis le titre. Et le titre, oui. Les 3 piliers. Comment façonner le juste soin? Donc plus le soin palliatif, mais le juste soin. Donc le truc, c'est aussi de se dire, bon, le soin palliatif, on arrive au terme du parcours, de l'itinéraire. Comment est-ce qu'on peut aussi, en changeant un petit peu de regard, peut-être retarder l'échéance, ou en tout cas mieux coller à leurs conditions de vie, limiter les pertes de chance. C'est des questions infinies. C'est pour ça que j'ai du mal d'ailleurs à cerner encore complètement le sujet. Voilà. Mais ça va être plus clair là maintenant avec les questions que vous me posez. D'autres questions, commentaires? Eh bien, on remercie très grandement Régine, Samuel et merci Sophie. Régine, merci Samuel.
arrive au terme de cette journée. Je vous l'ai dit en commençant qu'on avait inauguré un nouveau format. Les retours que j'ai eus, un peu informels pendant la journée, semblent dire que le format vous intéresse, vous intéresser. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que si les trois oratrices en sont d'accord, elles avaient des diaporamas, on pourra nous les envoyer, si vous êtes d'accord. On verra de quel diapo, etc. Vous pouvez sélectionner aussi avec des données, je ne sais pas si vous... En tout cas, diffuser à l'ensemble des inscrits et mettre en lien avec la captation vidéo pour que ce qui peut être accessible soit rendu accessible. Je ne peux pas encore vous dire exactement sur quoi portera la deuxième journée thématique, un peu sur le même format, probablement des questions autour de la réanimation, mais on vous la lancera, ça devrait être au mois d'avril ou au mois de mai. Donc, on vous remercie de votre présence, de votre attention. On vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.